Ah, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de déposer un important projet de loi, un projet de loi pour favoriser l'autonomie des aînés. C'est en lien avec un projet qu'on avait déposé en 2022, Vivre et vieillir dans la dignité, où l'on voulait évidemment faire valoir l'important virage vers les soins à domicile que l'on doit effectuer ici au Québec, mais également favoriser la participation pleine et entière sur le plan citoyen des personnes aînées, favoriser également la sécurité financière des aînés. Et lorsqu'on a vu en mai dernier au sommet sur les aînés qui a été mené par la Coalition pour la dignité des aînés, que la demande essentiellement la plus importante, c'était qu'on adopte une loi cadre sur le maintien de l'autonomie des aînés. Mais on a travaillé avec la Coalition pour en venir au projet de loi qui sera déposé dans quelques heures, qui est une loi cadre donc qui établit un certain nombre de droits des aînés sur le plan de l'habitation, sur le plan de la sécurité financière, sur le plan des services, évidemment, de santé, mais les services en général de l'État, certains principes également, certaines orientations, dont l'adoption d'une stratégie et de plans d'action pour s'assurer que l'État réponde de façon à pouvoir favoriser la pleine et entière autonomie des personnes aînées, leur participation le plus longtemps possible, de façon active dans la société québécoise. On en reparlera un peu plus tard là-dessus avec mon collègue Pascal Paradis. On est prêt à répondre à vos questions d'actualité. J'ai une question, moi, sur... vous avez vu l'exemple de la Norvège pour les véhicules électriques ce week-end. J'aimerais savoir, le Parti québécois, sa position sur imposer une surtaxe sur les véhicules énergivores. Est-ce que ça, vous êtes en faveur de ça ou pas? Bon, en fait, on est en faveur du virage, de la transition énergétique, du virage vers l'auto électrique. Mais ce qu'on avait dans notre dernière plateforme, et c'est encore notre position, c'est qu'il faut d'abord et avant tout miser sur les incitatifs plutôt que sur les contraintes. Et lorsqu'on veut, par exemple, favoriser l'achat de véhicules électriques, il faut encore qu'ils soient accessibles sur le plan financier, sur le plan des inventaires, par exemple. Donc, utiliser davantage la carotte que le bâton, c'est ça la position du Parti québécois à l'heure actuelle. De bonus-malus, il pourrait y avoir un malus sur les voitures à essence. Ça ne vous empêche pas de mettre un incitatif. Exactement. On est davantage du côté du bonus à l'heure actuelle. Juste bonus, pas de malus. Bien, tant et aussi longtemps que l'industrie, puis d'ailleurs, là où il y a une pression très forte actuellement, c'est pour ralentir le virage. Évidemment, si on lance le message à l'industrie qu'on peut encore fonctionner avec la voiture thermique pendant 10 ans de plus, mais ça va certainement ralentir le virage. Alors nous, on veut, par exemple, on nous a posé la question il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous seriez prêt à reporter l'échéance de 2035? Absolument pas. Si on ne se donne pas des objectifs, des cibles à atteindre, évidemment, on n'y arrivera jamais. Et seriez-vous prêt à la devancer? Non, je pense qu'on est quand même en 2025 dans quelques semaines. Une dizaine d'années pour faire un virage comme celui-là, c'est pas trop, mais en même temps, ça nous semble réaliste. Le crédit d'impôt pour les véhicules électriques qui disparaîtra bientôt, vous pensez quoi de ça? Bien, on avait réagi en se demandant si, effectivement, on n'allait pas justement à l'encontre. On a d'une part une politique qui dit qu'il faut faire le virage, on a un objectif à atteindre, et d'autre part, bien, on enlève les incitatifs pour que les gens le fassent davantage. Donc, qui va faire le virage? Bien, c'est les personnes qui sont davantage en moyen. Et la population, la classe moyenne, est-ce qu'elle pourra faire ce virage-là? Le coût des véhicules électriques aussi a augmenté après la pandémie. Donc, non, on ne pense pas que c'était une idée très positive de retirer ces crédits d'impôt-là. Concernant le projet de loi qui peut être déposé par Christian Dubé pour forcer les médecins, les jeunes médecins à pratiquer au public, là, je comprends que le projet de loi n'est pas encore déposé, mais il a quand même fait part là, du principe il y a de cela 2-3 semaines. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faudrait trouver une manière de faire en sorte que les jeunes médecins commencent au Québec en premier, dans le public en premier? On a déjà fait part de notre accord de principe sur l'idée que si les Québécois
paye pour une grosse partie de la formation des médecins, bien, qui doivent en retour avoir un certain nombre d'années de service qui est garanti. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, quand nous, on a forcé pour que le gouvernement prenne position, le gouvernement disait qu'il faudrait changer la Charte des droits et libertés ou quelque chose du genre. Nous, on a dit non, c'est une question contractuelle. On vous paye une partie de vos études. En échange, vous avez des comptes à rendre. Vous avez donc des années de service à offrir. Bon, là, on a hâte de voir le projet de loi. Est-ce que c'est combien d'années qu'on demandera de service? Mais c'est pas autre chose qu'une relation contractuelle. Ça s'est fait d'ailleurs, on l'a souvent mentionné, dans le cadre de la pandémie, où on a voulu former de façon accélérée les préposés aux bénéficiaires, et on leur demandait en échange d'une formation rapide et payée, qu'ils puissent s'engager à faire au moins 1 an dans le réseau, si ma mémoire est bonne. Alors, si on peut avoir cette logique-là pour les préposés aux bénéficiaires, imaginez avec la pénurie actuellement dans la santé, les professionnels, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les médecins? Et de mémoire, on est la seule juridiction au Canada qui ne le fait pas. On n'a pas besoin d'une clause dérogatoire pour ça, là. Moi, je ne suis pas juriste, mon collègue l'est, mais ça semble strictement une relation contractuelle. Si, d'entrée de jeu, les frais d'inscription sont de telle sorte qu'ils comprennent une subvention ou une contribution très importante du gouvernement du Québec, donc des contribuables, il faut qu'en échange, la personne qui s'inscrit, c'est très bien ce à quoi elle doit s'attendre, c'est-à-dire, on me paye ma formation, en échange, je devrais faire un certain nombre d'années au service de ceux qui l'ont payé. Vous avez déposé la semaine dernière un projet de loi sur la commission Grenier pour dévoiler les documents. Est-ce que vous avez obtenu un retour de M. Jolin Barrette, à savoir si ça va être appelé, s'ils sont d'accord? Ça va très, très vite en fin de session. On est en session intensive. On n'a pas eu d'échange là-dessus. C'est ça. On pourrait certainement avoir de la place. Pascal fait bien de le mentionner. On est en période où on adopte des projets de loi d'intérêt privé. On a tout à fait la disponibilité. Il y a de la place là, dans les travaux parlementaires, dans les séances au Salon Rouge pour inscrire le projet de loi. Nous, on espère que le leader du gouvernement va nous faire signe et il y aurait tout à fait la place pour le faire d'ici la fin de la semaine. Oui. Vous entendre un instant sur le fait que le gel de recrutement dans la fonction publique, donc, s'applique pas aux contractants externes. Donc, les ministères peuvent faire affaire avec des gens de l'expertise externe. Dans la mesure où, justement, à la SAC, on a décidé de prendre ce moyen-là pour aller réembaucher quelqu'un pour les conseiller là, en matière d'informatique. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Il y a quelque chose de fondamentalement hypocrite et aberrant dans l'idée qu'on doit résorber le déficit de 11 milliards de dollars, un déficit historique qu'a creusé le gouvernement, qui lance à toute la fonction publique là, des avertissements de ne plus faire de dépenses, de fermer ou abolir des postes, de ne plus se déplacer, de ne plus assister à des rencontres à l'extérieur du bureau. Et là, il y a une société d'État qui va contourner cette espèce de mot d'ordre-là en faisant appel à des consultants. C'est pas logique. C'est quelque chose qui me semble aussi aberrant. Je vois pas où ça nous mène essentiellement parce que c'est toujours le contribuable qui va payer pour ces dépenses-là de toute façon et ça risque de coûter plus cher de toute façon. La sécurité. Peut-être juste une précision là-dessus parce que, corrigez-moi, mais vous avez quand même déjà télégraphié votre intention de réduire la bureaucratie. Donc, on pourrait penser que si on réduit la bureaucratie, on veut faire appel à des expertises externes. Donc, est-ce que vous empêcheriez... Non. Mais là, on a une période actuellement, c'est lié au contexte d'optimisation des dépenses gouvernementales. On pourrait parler d'une nouvelle période d'austérité qui a été décrétée par le gouvernement, qui est passé, je vous le rappelle, d'un surplus accumulé de 7 milliards pour creuser un déficit de 11 milliards. Aujourd'hui, un vent de panique visiblement souffle au gouvernement et on veut couper partout, y compris 1,5 milliard de dollars dans la santé. Alors, ça, c'est le contexte dans lequel on est, où on dit on va couper dans la fonction publique, mais on va se tourner vers des consultants privés comme si c'était une source d'économie. C'est le contraire. Ce que le gouvernement, un éventuel
l'éventuel gouvernement du Parti québécois veut faire, c'est un travail d'optimisation des services dans l'État du Québec en évitant, par exemple, en éliminant les dédoublements, les chevauchements, la reddition de comptes impossible qui s'est multipliée à tous les échelons depuis 6 ans. Contrairement d'ailleurs au credo de la CAQ au moment de son élection. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pascal, là-dessus. Non, mais Joël vient de le mentionner. Là. Donc, le plan du Parti québécois, la vision du Parti québécois, ce n'est pas d'enlever des contrôles pour les remplacer par d'autres choses, dans le privé, par exemple, qui va coûter aussi cher, sinon plus cher. C'est de faire une analyse de ce qui se passe actuellement, ce qu'on a vu, la croissance énorme du surcontrôle, du surrapportage, de la surbureaucratie, pour protéger essentiellement l'image du gouvernement sans qu'aucun service public ne soit livré en contrepartie. C'est ça, la vision du Parti québécois là-dessus. Donc, ce n'est pas lié à ce que vous posiez là, comme question. Vous aviez l'air de vouloir ajouter quelque chose? Non. OK. Sur l'imposition des tarifs douaniers aux États-Unis et la sécurité à la frontière, bon, la semaine dernière, on déplorait, entre autres, qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait. L'inaction du gouvernement. Là, il y a une rencontre de M. Bonnardel avec les personnes qui s'occupent de la sécurité à la frontière. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? Bien, d'abord, c'est que malheureusement, malheureusement, on revient souvent là-dessus, mais la question de la gestion des frontières, le Québec a un peu les mains liées, parce que c'est de la compétence du gouvernement fédéral. Et depuis notamment l'élection du gouvernement de Justin Trudeau, il y a une gestion très laxiste, une gestion qu'on a souvent remise en question des frontières, et là, on est pris avec ça. Maintenant qu'aujourd'hui, on se réveille après les élections américaines, puis qu'on se dise, bien là, il va falloir avoir une gestion beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste des frontières. Tant mieux, mais il est un peu tard. Il a fallu ce réveil-là qui nous est imposé par la réalité de la politique internationale. On verra ce qui va ressortir de cette rencontre-là, mais que notre gouvernement de la CAQ et que le gouvernement fédéral se réveille maintenant, c'est très symptomatique de ce qu'on a dit depuis des mois et des mois sur la gestion des frontières. Vous doutez des résultats? Bien là, le gouvernement a l'air de se réveiller. Le gouvernement fédéral a l'air de se réveiller. Le gouvernement du Québec aussi a l'air de se réveiller là-dessus. Là, on dit qu'on va acheter notamment on va acheter des drones, on va mieux surveiller les frontières. Mais tout ça, il y a un long historique du gouvernement fédéral là, de dire que on gère notamment nos frontières par l'entremise de gazouillis sur X. C'est ça. Non seulement c'était une politique mal avisée pour ici, pour le Canada et pour le Québec, mais c'est ça que ça a donné comme impression à nos voisins puis à l'échelle internationale, que c'est une gestion laxiste. Alors, oui, des mesures. Vraiment dommage que ça arrive parce que nos voisins du Sud nous y obligent. Ils ont un peu raison de nous obliger? Nous, on le dit depuis des mois, que des frontières, ça se gère avec de la prévisibilité, de la planification, des politiques publiques qui ont du bon sens, et c'est pas ça qu'on avait. C'était une vision laxiste, une vision qui dépendait d'une idéologie, avec un gazouillis du premier ministre du Canada qui a dit « Bienvenue tout le monde ». Puis là, après ça, on a toléré, on a presque institutionnalisé des entrées indignes et illégales, là, parce qu'on obligeait des gens à venir en sandales traverser le chemin Roxham en plein milieu de l'hiver. Bien, c'est ça que ça a donné. Là. C'est toute une politique. C'est pas juste, oui, les drones, très bien, mais c'est toute une vision de la gestion des frontières, de la gestion de l'immigration, qui a commencé en 2015. Et là, il faut corriger ça à vitesse grand V parce qu'il y a eu une élection aux États-Unis. Aussi, en fait, un gazouillis pour tout ce qui se passe actuellement. Donc, ça se fait des deux côtés. Mais ma question aussi, c'est, parce que c'est beaucoup la question, au fond, du Canada vers les États-Unis, ce que M. Trump parle, c'est-à-dire les transferts d'immigrants irréguliers et de drogue. Ça devrait pas être aux États-Unis de gérer leurs frontières pour empêcher ça, comme nous, on gère nos frontières pour empêcher que des gens des États-Unis viennent vers le Canada et vers le Québec? Une gestion de frontières, c'est toujours bilatérale ou multilatérale. Très vrai. Maintenant, la partie qui appartient au Canada et malheureusement pas au Québec, c'est de s'assurer qu'on a une politique raisonnable sur la question des visas, sur la question des contrôles à l'arrivée, sur la gestion de la sécurité des frontières. Et c'est ça qu'on n'a pas eu au fil des dernières années. Et ça a un impact sur les arrivées et les sorties de personnes et de produits et de matériel des deux côtés.
Donc, nous, on a nos responsabilités ici, on doit s'en occuper. On s'en est mal occupé dans les dernières années. Le gouvernement fédéral s'en est mal occupé dans les dernières années. Et aujourd'hui, on est obligé de corriger ça d'urgence parce qu'il y a eu une élection qui amène un nouveau gouvernement aux États-Unis. Cette blague, là, ou ce commentaire qui aurait été fait de M. Trump à l'effet que le Canada avait juste à devenir le 51e État des États-Unis, ça vous dit quoi sur les relations? Est-ce que Justin Trudeau a été convié à un dîner de con pour reprendre les propos de certains analystes? Ça a été rapporté par Fox News. Est-ce que c'est vraiment ça qui a été dit ou pas? Je ne sais pas si un jour on va le savoir, mais on trouve ça intéressant, nous, de voir que Dominique Leblanc là, se vante et raconte plein d'anecdotes sur ce qui s'est passé lors de ce souper-là, mais ne mentionne pas celle-ci, si de fait elle a été dite. Donc, j'espère que ce n'est pas une illustration de la façon dont on est considéré par le président élu aux États-Unis. Mais pour nous, en tout cas, on en prend bonne note. Si vous permettez, je vais aborder un autre thème, parce que je m'en voudrais. Le point de presse tire à sa fin. Et je voudrais témoigner de mon indignation par rapport à ce qui se passe à Montréal lorsqu'on est en train de déplacer des personnes itinérantes qui sont déjà sans logis. On met à la rue des gens qui sont déjà à la rue. Et ça se produit 3 jours après la tenue des États généraux sur l'itinérance au Québec. Je pense que ça témoigne d'une espèce de faillite de nos instances gouvernementales à tous les paliers. Et moi, quelque part, là, ça me fait mal au cœur de voir qu'on se lance la balle aujourd'hui. Qui a pris la décision? Il n'y a pas d'alternative. C'est l'hiver qui arrive. Je ne comprends pas qu'on joue dans le même film à chaque année, mais qu'on le fasse 3 jours après avoir assisté à des États généraux où on souhaite un travail transpartisan et à différents paliers, différents secteurs, incluant le secteur communautaire, pour trouver des solutions qui soient humaines, qui respectent la dignité des gens. Une question peut-être sur la caisse, les investissements en Inde, je ne sais pas si ça a juste se passer. Est-ce qu'on devrait demander un examen quelconque des pratiques de la caisse de dépôt en Inde? Ça, je vais vous revenir là-dessus, là. On the bill coming out this afternoon from Minister Dubé, I understand you don't know the bill's contents, but on the principle of trying to get doctors who study in Quebec to practice in Quebec, is this something you agree with? Well, as far as we know, we're the only province that doesn't have this as part of the contract. We pay as contributors, as taxpayers, a huge part of the education of doctors, for example, and not to make it part of the deal that they practice in the public system for a number of years doesn't make sense to me. So it's about time that we do so, and seeing how doctors are fleeing the public system, it's time to intervene. It's time to go ahead with this bill, and I hope the bill will actually, change the mood. And we absolutely need more resources in the public system. And I think it's a matter of getting your money's worth when it comes to educating our doctors. And obviously there's an individual commitment, but there's also a social contract that they sign when they sign up. We know how, in order to be accepted in one of the universities with a medical program, you've got to go through a certain number of steps. Not everyone can, make it. So it's a privilege, but the privilege comes with responsibility. Do you think that this is the right way to get doctors to stay in Quebec, though, or should there be other changes in terms of working conditions as well? Well, I think we have to promote and encourage doctors to or young students to go for medical practice as general practitioners because we need them, and obviously it's a better pay and somewhat seen as more prestigious to be a specialist, but we need more general practitioners. So there is work to do, and when the government every so often, about every 3 months, goes at war with the general practitioners, that doesn't help.
So that's one of the things we should change. Another thing is we can't go from back and forth from the private sector, private network to the public network. It has to be somewhat made more difficult for doctors to go back and forth. We need a commitment. We need doctors. We need to treat them well, but they also need to, answer and do their part of, honor their part of the deal. Yeah. What do you mean? May what do you mean? What do I mean? may honor the part of the deal. What's at stake here? Do you have the impression that doctors in Quebec don't have this moral sense of duty as opposed to other provinces? Well, I think, as far as I understand, it's not on the doctor's shoulders. It's within the system that you can have entire freedom or not to choose where you work and how you want to lead your career. And I think that should be the case after a number of years. But the first commitment that we should have from the doctors, if they get their education paid for by the taxpayers, they should give back for a number of years in services in the public system, because otherwise you pay twice. You pay for their or three times. You pay for their education, you pay for the public system, and then you pay when you go private. For private services. So taxpayer paying three times without getting appropriate service doesn't make sense. So we've got to make a certain number of rules so we get better service. What's the ideal number of years for you? 5, 10, 15? 2? Oh, we'll see what the government comes up with. No, it has to be in years, but let the government choose. It would be anywhere between, 2 and 5 years. I just want to clarify just one last thing, because you mentioned the going back and forth between private and public sector. Are you hoping that this bill also makes it so that the doctors absolutely have to exclusively work in the public sector, that they can't work in the private sector at the same time? To start with, definitely, yeah. Merci.